Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de musulmans et musulmanes ambitieux qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers. Ce n'est pas parce que la société est établie et construite sur un modèle qui l'arrange, elle, que nous sommes obligés de suivre son sillon. On peut nous défaire, nous déprendre de ce modèle. On en a les moyens. La vraie question, c'est est-ce qu'on en a la volonté? L'invité de cette semaine est Samir Boutamdja, écrivain et entrepreneur, fondateur de la start-up Macaron, une application qui facilite la recherche de places de stationnement à Paris grâce à un système d'intelligence artificielle. Avant d'être entrepreneur, Samir a eu de nombreuses expériences à l'étranger, notamment à Genève, New York et Londres. Il a travaillé chez WPP, le plus important réseau d'agences de publicité et de communication mondiale. Samir détient par ailleurs un MBA issu de la prestigieuse Université d'Oxford. Dans cet épisode, Samir nous parle de son parcours, mais aussi du fléau moderne qu'est l'hyperspécialisation. Nourrissez vos goûts personnels. Ne les affamez pas. N'entravez pas vos ailes, à la fois pour vous et pour vos enfants. Et regardez. Regardez ce qui se passe. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre les groupes Instagram et Telegram Muslim Makers. Les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, Samir. Ouais, comme ça, là, Comment tu vas? je vais très bien et toi? Super. Apparemment, il commence à faire froid en France. Il fait très très froid en France. Un froid polaire, je dirais. Ça va, tu tiens le coup? Écoute, ça va. Je fais partie de cette race détestée des gens qui aiment l'hiver. Donc, ça ne me pose pas autant de problèmes que ça. Mhm. J'aime cette période. Samir, pour commencer, je vais te proposer de te présenter. Oui, avec plaisir. Alors, je m'appelle Samir. Je suis entrepreneur et écrivain. Je suis né à Montélimar, dans le sud de la France, la capitale du Nougat. Et très vite, mon père et mes parents ont déménagé et sont retournés à Lyon, dans la banlieue lyonnaise. Alors je dis sont retournés dans la banlieue lyonnaise parce que mon père est lyonnais à la base. Mon père est venu d'Algérie très tôt, il devait avoir 1 an ou 2 ans. Mhm. C'était avant l'indépendance algérienne. Et avec son père et ses frères et sœurs et sa mère, ils se sont installés dans la région lyonnaise et il a grandi là-bas. Et la raison pour laquelle je suis né à Montélimar, ça tient au fait que mon père était, je dis était, il est toujours vivant grâce à Dieu, il est à la retraite, était soudeur qualifié en centrale nucléaire. Ce qui fait que quand je suis né, on a suivi mon père, moi et le reste de la famille, en fonction de ces mutations qui correspondent toujours à la carte de France des centrales nucléaires. Donc la centrale de Tricastin dans le sud, vers Mhm. Montélimar. Ensuite, on a déménagé dans le nord-est, centrale de Cattenom, à Thionville. On habitait à Thionville, où ma petite sœur est née. Et ensuite, on est revenu à Lyon, quand mon père a décidé que quand j'entrais à l'école primaire, il fallait qu'on se mette dans une base bien établie, bien précise. Et ça a été la banlieue lyonnaise et en particulier la ville de Vaux-en-Velin. Et c'est là-bas que j'ai fait toutes mes armes et toute ma scolarité de jeunesse, où j'ai grandi, où j'ai joué au foot, où je suis allé en vacances, où j'ai squatté la bibliothèque Georges Perec, je m'en souviens encore. Ensuite, j'ai fait mes études dans un collège qui s'appelle le Collège des Charpennes, qui s'appelait le Collège des Charpennes, qui s'appelle le Collège Mère Teresa aujourd'hui. Collège privé, mes parents ont voulu me mettre dans le privé. Nous avons décidé de nous mettre dans le privé, ce qui ça s'est avéré une bonne décision, pour plein de raisons sur lesquelles je ne peux pas forcément m'étendre. Et ensuite, on a été au lycée, pareil, lycée privé catholique à Lyon. Et ensuite, j'ai décidé de faire des études en chimie. Alors, j'ai fait un bac technologique en chimie, spécialisé dans chimie de procédés industriels à l'époque. Ça avait beaucoup fait tiquer mes professeurs parce qu'ils voulaient que je fasse absolument une classe scientifique, une première S et un bac scientifique à Mhm. l'époque. Je voulais pas. Les maths me faisaient très peur.
Moi, ce que je voulais faire à tout prix, c'était une classe littéraire, mais il n'y avait que des filles. Et c'était mal vu à l'époque. On considérait que Hmm. les littéraires n'avaient absolument aucun débouché envisageable professionnel. Et nous, mon père nous avait instillé la peur du chômage dans les eaux. Et il fallait absolument qu'on fasse quelque chose qui était porteur et quelque chose qui nous promettait une carrière confortable. Et l'obsession de mes parents, c'était que je devienne ingénieur. Hmm. Et j'ai donc poursuivi cette voie-là, même après le bac. J'ai fait des études en chimie à l'université, à la fac. Et puis très vite, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi et j'ai abandonné. Parce que la chimie que moi j'imaginais, c'était la chimie avec des explosions, des précipités de nitrate d'argent, des tubes à essai, des choses qui ressemblaient plus à des dessins animés avec des Hmm. expériences hyper drôles et tout. Et en réalité, c'était des maths. Tout ce que je détestais, en réalité. C'était des équations à équilibrer, c'était des moles, c'était 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 pas hyper agréable, encore aujourd'hui. Même si il y a toujours des choses à tirer de ce genre d'expérience. Et aujourd'hui, je me rends compte, comme beaucoup de choses, quand on les vit mal, et puis avec les ans qui passent, on se retourne toujours avec un genre de tendresse très bizarre, y compris vers les choses qui nous ont fait souffrir. C'est comme ça que je le Hmm. perçois aujourd'hui. Et donc j'ai continué. J'ai continué parce que c'était la chose à faire. J'ai continué des études en chimie parce que c'était la voie que j'avais décidé de prendre et que je ne pensais pas qu'on pouvait dévier du chemin qu'on avait décidé d'entreprendre. Ouais. Et puis j'ai détesté encore plus. Et j'ai donc décidé de m'interrompre quand j'ai vu qu'il était possible de faire une passerelle avec une école de commerce, ce que j'ai fait, parce que je considérais que j'avais j'avais ça dans le sang, j'avais les affaires dans le sang, je voulais travailler dans le business, comme on dit. Hmm. Je suis allé à Kedge Business School. À l'époque, ça s'appelait Bordeaux École de Management. Ça a fusionné avec Euromed et c'est devenu Kedge après, par la suite. J'ai fait un master là-bas. Ça m'a plu. Enfin, l'idée de travailler dans le commerce, travailler dans une société, peu importe le domaine, me plaisait beaucoup. Et très vite, j'ai senti l'envie de quitter la France après mes études, après mon master, parce que à l'époque déjà, je ne me sentais pas très à l'aise professionnellement en France. Je sentais déjà une certaine chape de plomb et je pensais que je pouvais mieux exploiter mon potentiel et atteindre les objectifs que je m'étais fixés dans un autre pays que la France. Alors, je suis pas allé très loin pour commencer. Je suis parti en Suisse, à Genève, donc pas très loin de chez moi, à Lyon, puisqu'il doit y avoir 140 kilomètres entre Genève et Lyon. Mais c'était déjà un avant-goût d'expatriation. C'était beaucoup de personnes que je côtoyais qui travaillaient à l'ONU. C'était l'anglais tous les jours. C'était euh, c'était vraiment très intéressant. Ouais. À T'avais jamais 140 voyagé kilomètres de Lyon. spécialement énormément avant ou étudié à l'étranger? Jamais. Non, jamais. Pas encore. D'ailleurs, c'est après avoir rejoint cette société qui s'appelle Firmenich, qui est une grosse boîte d'arômes et de parfums, grand groupe familial, que j'ai fait mon premier voyage important à l'étranger. Quand je dis mon premier voyage important à l'étranger, au-delà de l'Algérie, j'étais allé en Algérie à plusieurs reprises durant mon Maintes fois, enfance, comme tous les jeunes Algériens. comme tous les jeunes Algériens, tous les étés. Mais c'est le seul pays étranger que j'avais fait. J'avais fait Hmm. aucun autre pays. Et à ma grande surprise, 2 semaines après avoir commencé mon job en Suisse, à Genève, ils m'ont demandé de faire mon passeport parce que j'allais partir à New York. Mais j'étais comme un ouf. Et je l'ai fait. J'y suis allé, j'ai adoré. Ah, tu Tous m'étonnes. les clichés
que tu peux imaginer, que tu as regardé à la télévision, les séries, les films. J'ai atterri à l'aéroport. Alors, j'étais pas à l'aéroport, c'était à l'aéroport de Newark, New Jersey, qui est juste à côté d'ailleurs. Et puis après, on est allé à New York, on est allé à Manhattan, et c'était incroyable. Et j'ai adoré. J'ai tellement Mm. adoré d'ailleurs que je me suis fixé un autre objectif. Parce qu'en rentrant de ce voyage d'affaires, j'ai dit à mon boss de l'époque que je voulais travailler là-bas. C'est resté dans un coin de sa tête, c'est resté dans un coin de la mienne, puisque 2 ans après, ça s'est fait. J'ai été promu. Je m'occupais beaucoup d'outsourcing à l'époque, ce qu'on appelle du BPO, c'était la mode, le business process outsourcing. Et j'avais fait des choses très intéressantes à Genève et on m'a demandé de faire la même chose dans la filiale américaine. Donc je suis allé aux États-Unis pendant 2 ans faire la même chose. Et Tu te débrouillais en après anglais? ces deux, oui, l'anglais a toujours été une langue que j'ai beaucoup aimée. Je regardais presque tout en VO déjà à l'époque, même si on n'avait pas Netflix. Ouais. Euh, Ça vous fait on avait peur, ça, déjà, Parabole. hein. Ça facilite, hein. Ouais. Bah oui. Oui, après, moi, c'est ce qui a facilité les choses. Non, j'ai toujours eu des facilités avec l'anglais. J'adorais la culture américaine. Je regardais des séries, je regardais les films. J'étais féru de. Encore aujourd'hui, je suis un grand, grand cinéphile et j'aime beaucoup le cinéma américain. Donc, ça m'a beaucoup aidé à maîtriser la langue. Et quand je suis arrivé sur place, ça n'a jamais été un problème. Donc, je suis Ouais. parti travailler 2 ans. J'étais installé à Princeton, à New Jersey, dans un premier temps, et puis à Brooklyn, à New York. Et c'était une expérience incroyable. Incroyable, et en même temps, j'ai déchanté à la fin de mon expérience, parce que je pensais pas que c'était aussi difficile d'être éloigné de sa famille. Hmm. Et, et quand j'ai quitté la France, ma mère a pleuré toutes les larmes de son corps. Moi, je comprenais pas. Enfin, je comprenais pas. Je comprenais qu'elle était triste de voir son fils s'éloigner, mais c'était pour un temps déterminé. Et puis en réalité, quand j'étais de l'autre côté de l'Atlantique, ben, elle m'a manqué. Et tout le monde m'a manqué en réalité. Et je me sentais plus si bien que ça. Donc à un moment donné, j'ai voulu rentrer. Je suis rentré. Je suis Hmm. rentré à Genève et j'ai décidé de, encore une fois, faire des choses encore plus intéressantes, encore plus difficiles, puisque je m'intéressais beaucoup à un moment donné à la fusion-acquisition. Je voyais que la société rentrait dans une croissance externe, dans une stratégie de croissance externe, donc contemplait le fait d'acquérir des entreprises. Hmm. Et moi, je m'intéressais beaucoup à ça, je voulais participer à ça. Et puis un jour, un des dirigeants m'a gentiment dit, si tu veux faire partie de ceux qui jouent à ce jeu, il faut que tu aies un MBA, ce que je trouve complètement débile comme Hmm. prérequis. Mais comme je voulais absolument jouer à ce jeu, ben, je suis parti faire un MBA. Donc, j'ai fait mon MBA à l'université d'Oxford, j'ai démissionné et ils ont essayé de me faire revenir après mon MBA et j'ai refusé catégoriquement parce que maintenant j'avais d'autres ambitions et j'avais d'autres envies et l'envie que j'avais, c'était de travailler dans la com, dans la pub à l'époque. Je sais pas si c'est parce que j'avais regardé Mad Men trop longtemps, trop souvent, la série. Hmm. Peut-être que je voulais être Don Draper. Et j'ai eu une opportunité avec le groupe Juste, si je WPP. peux t'interrompre, là, Mhm. tu disais que le MBA, tu trouves ça stupide de faire un MBA pour travailler dans la fusion-acquisition. Et Mhm. finalement, ce MBA, qu'est-ce qui t'a apporté? Après l'avoir terminé, est-ce que avais la même idée par rapport au MBA? Alors, c'est une bonne question. Je pense que ce qui est stupide, c'est de faire d'un diplôme un prérequis pour faire quelque chose. Je pense pas que faire un diplôme ou que faire des études est stupide. C'est jamais débile de s'arrêter à un moment donné, de se concentrer sur un sujet et de l'étudier et de s'extraire, de s'abstraire d'une réalité pour en rejoindre une autre et de faire d'autres rencontres, etc. Pour moi, le MBA que j'ai fait à Oxford, c'était une incroyable expérience. J'ai adoré. J'ai choisi l'université d'Oxford parce qu'il y avait plusieurs écoles que je pouvais rejoindre, que je pouvais envisager de rejoindre. Les plus célèbres, c'était le MBA de l'INSEAD, etc. Mais Hmm. j'avais
cette idée de rejoindre une vieille université, un truc qui avait de l'histoire, qui avait du cachet, qui était Hmm. là depuis le Moyen Âge. Je me suis dit qu'en allant à l'INSEAD, et je respecte tous ceux et toutes celles qui ont fait l'INSEAD, c'est une école extrêmement prestigieuse et puissante, il n'y a aucun problème là-dessus, mais j'avais l'impression que j'allais être au milieu de tous les consultants McKinsey, BCG, Bain qui faisaient leur année de césure pour devenir consultant après avoir été junior consultant et que le cabinet leur ait payé leurs études. En termes de richesse et de diversité, on fait mieux. Donc moi, je me suis dit, non, je vais aller à l'université d'Oxford parce que déjà, je trouve que Ça en jette quand même un peu plus étude, que l'INSEAD. déjà le nom est hyper prestigieux et puis l'idée de dîner le soir là où Harry Potter a dîné, bah, c'est cool. Le décor est incroyable. Historiquement, c'est juste incroyable. C'est ouf. Et j'ai jamais regretté cette expérience. J'étais au Queen's College, qui est un des plus vieux, une des plus vieilles annexes, un des plus vieux collèges de l'université d'Oxford, avec probablement la plus belle bibliothèque de l'université d'Oxford. Et ce que j'aimais, c'est que en étudiant moi le business, le marketing, la finance et toutes ces disciplines diverses et variées du MBA, le soir, quand j'allais dîner avec tous les membres du Queen's College. Et les membres du Queen's College, il y avait un égyptologue, il y avait des médecins, il y avait des philosophes, il y avait un mec qui faisait un PhD sur un moine copiste obscur du Moyen Âge, il y avait plein de personnes différentes, plein de profils différents. Et c'était extrêmement intéressant de parler avec toutes ces personnes différentes. Et tu sortais Hmm. toujours enrichi de ces discussions. Et je me suis dit, c'est la meilleure décision que j'avais jamais prise que de rejoindre cette école et de passer une année et demie là-bas. Donc, pour revenir à ta question, d'une mauvaise raison pour laquelle faire le MBA, j'en ai tiré une bonne expérience. Je trouve que c'est toujours une mauvaise raison de vouloir faire des études parce que c'est un prérequis pour faire quelque chose qu'on t'impose ou que tu aimerais faire. C'est exactement ce qui s'est passé avec moi quand j'ai voulu faire de la fusion-acquisition. Je pense qu'il y avait d'autres moyens de le faire. Je pense que, je pense que c'est une très bonne chose malgré tout que je l'ai faite. Je ne le regrette pas du tout. Au contraire, j'ai passé un très bon moment. Mais voilà. Donc ça, c'est mes années à Oxford, encore une fois, que j'ai adoré. Et suite à ça, j'ai rejoint le groupe WPP. Et le groupe WPP, c'est de la communication, c'est de la publicité, c'est immense. C'est pour ceux qui ne connaissent pas, si vous connaissez Publicis, plus proche de la culture française, le Oui. géant de la communication française, WPP est plus gros que Publicis, coté à la bourse britannique, au FTSE 100. Et Hmm. ils ont un programme qui s'appelle le Fellowship, qui est un programme extrêmement sélectif, où chaque année, ils prennent 5 MBA des écoles les plus prestigieuses et en gros, ils les préparent pour devenir CEO d'agence. Et ils prennent que des gens de Harvard, Stanford, etc. Hyper, hyper sélectif. Et j'ai été le premier MBA d'Oxford à avoir été sélectionné dans ce programme, en histoire du programme, avec cette idée de devenir CEO d'agence. Donc j'étais très content. Et la première année était obligatoirement faite à New York. Bon, je n'étais pas trop pour, mais le programme était tellement intéressant. Comme j'avais dit, j'en étais revenu de mes rêves US, mais le programme était tellement intéressant et je voulais tellement le faire que je l'ai quand même fait, que je suis quand même allé aux États-Unis. J'ai passé une année là-bas et je leur ai dit que je passerais qu'une année et qu'ensuite je voulais revenir en Europe. Donc j'ai passé une année là-bas. J'étais directeur dans une agence de branding et de design sur la 5e avenue qui s'appelle The Brand Union, qui s'appelait The Brand Union parce que je pense qu'elle a fusionné avec une autre agence entre-temps. Et ensuite, je suis revenu en Europe, alors à Londres, pendant 2 ans.
D'abord à Mindshare, où j'ai travaillé dans la luxury practice, agence de médias digital, et puis enfin à Possible, qui était la plus grosse agence digitale WPP, où j'étais directeur du développement stratégique pour l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Toujours dans ce rôle de bizdev, toujours dans ce rôle de fusion-acquisition, en l'occurrence ici. Donc ça a finalement porté ses fruits, puisque j'ai participé à des rachats d'agences un peu partout dans le monde avec cette agence-là. Et il faut savoir que WPP, sa stratégie de croissance, c'est une stratégie de croissance par essence. C'est comme ça qu'ils croient. Et ils ne font que racheter des agences les unes après les autres. Donc j'ai Hmm. passé cette expérience-là. Et le point qui est important aussi à noter, c'est que quand j'étais à New York, je côtoyais déjà l'écosystème startup new-yorkais. J'ai pris conscience de certaines choses là-bas. On avait un fonds d'investissement aussi qui était en Silicon Valley qui s'appelait WPP Ventures. Donc je m'intéressais beaucoup à ça, je m'intéressais beaucoup à la tech. Je lisais énormément sur le sujet. Et pour moi, c'était le prochain Graal. C'était absolument ce que je voulais faire. Est-ce que je peux Donc je me t'interrompre suis... juste à ce moment-là, juste. Ouais. Donc là, tu nous racontes un peu ton parcours, il n'est pas encore terminé, hein, il y a encore des choses à raconter, mais rien que là, on voit que, tu vois, sur le papier, tout ce que tu racontes, c'est quand même pas commun, tu vois. Pour un jeune qui n'a pas spécialement fait de grandes écoles, tu as un parcours qui est assez, sur le papier qui est assez incroyable, hein, avec des expériences aux États-Unis, à New York, à Genève, à Oxford, en Angleterre, etc. Qu'est-ce qui a fait Merci. que toi, tu as pu faire tout ça, en fait? Qu'est-ce qui a, selon toi, qu'est-ce qui t'a poussé? Quelles ont été les choses qui t'ont facilité pour pouvoir avoir ce parcours-là? Bah, je pense déjà une curiosité qui me caractérise. Le fait que je n'aime pas qu'on me foute dans une case. Je déteste qu'on me foute dans une case ou qu'on m'entrave les ailes et qu'on me dise ça tu peux pas faire ou ça tu pourras pas faire, tu vois. Hmm. Pour revenir à ce qu'on s'était dit par rapport au MBA quand le mec me dit non non mais toi tu pourras pas faire ça si tu n'as pas de MBA. Le réflexe pavlovien est un peu stupide à l'époque. C'était de dire ah ouais, tu crois que je vais pas le faire, tu crois que je sais pas faire, tu crois que je peux pas le faire, mais je vais le faire. Et je l'ai fait. Je l'ai fait dans une école qui est très prestigieuse, que beaucoup regardent comme une des écoles les plus prestigieuses au monde, et j'en étais très fier. Et j'en suis très fier encore aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui m'anime et qui fait que quand je vais voir une montagne, automatiquement, je vais vouloir l'escalader. Hmm. Est-ce que dans ton entourage, dans tes amis d'enfance, etc., ils ont suivi ce genre de parcours, tes amis? Tu as grandi à Vaux-en-Velin, je connais bien parce que je suis Mhm. originaire de Lyon. Euh, bon, Mhm. c'est pas le 16e arrondissement, tu vois. On est d'accord. Donc, j'imagine, enfin, tu peux nous dire un peu quel était ton entourage, qu'est-ce qu'ils avaient comme ambition aussi, et comment tu as fait aussi pour t'extirper, parce qu'en général, quand on a un entourage qui fait pas des. Enfin, c'est en ayant un entourage qui fait des grandes choses qu'on est naturellement enclin à suivre le même type de parcours. Donc, comment ça s'est passé pour toi? J'avais pas un entourage qui avait un parcours similaire à celui que j'ai fait. J'avais pas de personnes desquelles je pouvais m'inspirer Ouais. pour pouvoir m'extirper d'une réalité sociale. Ce que j'avais en revanche, c'est mes parents, mon père et ma mère, qui, avec leur naïveté et leur méconnaissance de beaucoup de sujets, comment orienter leurs enfants à l'école, etc., avaient toujours ce truc chevillé au corps, c'est que leurs enfants fassent des études brillantes. C'est tout. J'avais pas de modèle. J'avais pas de personne que je pouvais regarder et dire j'ai envie d'être lui. J'avais rien de tout ça, en réalité. Ni dans ma famille, ni à la télévision. Peut-être un petit peu dans les livres. Ça a commencé à ce moment-là. Peut-être un petit peu dans les livres. Ça veut dire certains écrivains où tu te dis j'aimerais bien écrire un livre comme ça un jour. J'aimerais bien être capable de raconter des histoires. D'ailleurs, ce que j'ai pu faire par la suite, et j'y reviendrai pour le côté écrivain de ma vie. Mais j'avais rien de tout ça. Et je fais une petite parenthèse ici.
C'est aussi pour ça que je trouve ton initiative extrêmement intéressante. Même si je considère que c'est de moins en moins vrai le fait d'avoir, pour certaines populations, un défaut au niveau du, ce qu'on va appeler les modèles, entre guillemets, ou les gens qu'on peut regarder, qu'on peut vouloir imiter. Je pense qu'aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas et grâce à Dieu, on a de plus en plus de personnes qui font des carrières, qui, quand on a des familles, on peut regarder un oncle, on peut regarder un cousin. À mon époque, c'était moins le cas. À mon époque, on avait des personnes qui travaillaient pas, ou Ouais. qui étaient, quand elles travaillaient, avaient des postes souvent dans le secondaire, qui étaient ouvriers, qui étaient petits artisans, etc., qui somme toute très respectables. C'était des gens qui étaient travailleurs, qui avaient une éthique du travail, etc. Mais c'était limité en termes de possibilités, en termes d'options. Il n'y a pas que Ouais. ça dans la vie. Et c'est ça qui faisait défaut à mon époque. Et c'est en ça que ton initiative, elle est salutaire, parce que elle m'aurait permis de voir des choses plus vite, plus tôt. Aujourd'hui, je pense que c'est bien, grâce à la technologie, qui n'était pas aussi développée à mon époque qu'elle ne l'est aujourd'hui, grâce à toutes ces choses-là, on peut permettre à n'importe qui de regarder que c'est possible, de voir que c'est possible, de voir qu'on ne peut pas être limité simplement à un patronyme, à une zone géographique ou à autre chose qui, dans la doxa globale, fait qu'on est limité et qu'elle est limitante. Donc ça, c'est extrêmement bien et c'est aussi pour ça que j'ai voulu participer quand tu as bien voulu m'inviter, Abdelrahman. C'est que je trouve que l'initiative, elle est extrêmement salutaire. Et moi, ça m'a manqué. Donc, Hmm. pour finir de répondre à ta question, j'avais pas de modèle. J'avais zéro modèle. Donc, j'ai dû créer des choses. J'ai dû aller en chercher ailleurs. J'ai dû m'extirper. Et c'est ma curiosité, ma soif de savoir qui m'ont sauvé. Parce que si tu n'as pas la curiosité, si tu n'as pas la soif de savoir, bah, tu te contentes de te nourrir de ce qu'on te met dans ton assiette et sur la table. Et moi, je me suis dit, non, en fait, je suis sûr qu'il y a d'autres tables. Je suis sûr qu'il y a d'autres Hmm. trucs à bouffer. Et puis, je me suis levé, et puis je suis allé voir. Et j'ai lu, j'ai rencontré des gens. Et c'est ce qui m'a permis de voir qu'il y avait d'autres choses qui étaient possibles, qu'il y avait d'autres parcours qui étaient possibles. Et c'est aussi ce qui m'a très vite fait quitter la France parce que je me suis dit, ici, je vais étouffer. Et je l'ai quitté pour mieux revenir. Mais ça, c'est une autre discussion. Mais voilà pourquoi j'avais pris ces décisions et voilà ce qui m'avait constitué en réalité depuis l'enfance à m'amener à cheminer vers ce parcours qui, comme tu peux le voir, c'est très gentil quand tu dis qu'il est incroyable, etc. Et ça me touche beaucoup, mais il n'est pas du tout réfléchi. Il n'est pas du tout pensé. Oui. C'est un parcours qui s'est fait au fur et à mesure à la force du poignet, avec l'intelligence d'un jeune garçon qui, à chaque fois, découvre de nouvelles choses et dit ben, ah, pourquoi pas ça? Et pourquoi pas ça? Et qui évolue à l'instinct, à l'intuition, en fonction des opportunités qui se présentent à lui. C'est pour ça que pour moi, c'est d'autant plus incroyable parce que c'est pas. Si tu me dis, oui, c'est un jeune qui est issu d'une population privilégiée, qui a fait HEC ou l'ESSEC ou n'importe quelle grande école, où toute sa famille est médecin ou bien ingénieur ou bien a des énormes parcours, à le network dès le début, bon, c'est pas choquant, tu vois, mais des jeunes de quartier, une sorte de Vaux-en-Velin ou de n'importe quel quartier issu de l'immigration et qui font ce genre de parcours, t'en trouves pas des millions, quoi. Merci, c'est gentil. Je ne sais plus où on en était, mais en gros, Ouais, tu parlais du côté startup, tu as commencé à penser à ça. merci, exact, exactement. Donc c'était quelque chose qui me fascinait beaucoup. Et encore une fois, voilà un moment dans ma vie qui a été un tournant, un moment dans ma vie où je me suis dit, en fait, c'est pas la pub qui m'intéresse. En fait, c'est le fait d'utiliser ce nouvel outil incroyable qui est la technologie, qui permet de changer le monde, de changer la civilisation, et moi aussi de participer à cette aventure.
Et ça a commencé à m'obséder. Ça a commencé à m'empêcher de dormir. T'avais quel âge à ce moment-là? J'étais début de trentaine. Ok. Et à ce moment-là, ça m'a obsédé et je me suis dit, je vais le faire. Quand je suis revenu au Royaume-Uni, en Europe, et que j'ai commencé à travailler, je rentrais souvent à Paris, presque quasiment tous les week-ends, pour plein de raisons à la fois personnelles et professionnelles. Et professionnelles parce que je me suis mis bien en tête que si j'allais monter ma start-up et ma société, je le ferais à Paris. C'est quand je dis, voilà, c'est le fait de mieux revenir après avoir quitté. Parce qu'en réalité, on se rend compte c'est très étrange, d'un point de vue identité, on se rend compte du fait qu'on est français quand on est à l'étranger. Mhm. Mhm. Quand moi j'ai quitté la France, j'étais fâché avec mon pays parce que quand on te rejette et qu'on a un minimum d'orgueil, on dit bah, si vous voulez pas de moi, moi non plus je veux pas de vous. Allez, salut. Et puis je suis parti. Et puis en réalité, en partant, c'est là qu'on se rend compte que tu peux faire ce que tu veux. Tu as grandi dans ce pays, tu as la culture de ce pays, tu parles la langue de ce pays et toutes ces choses m'ont manqué. Tout. Ma famille qui est établie, la langue que j'aime par-dessus tout, la culture. Et toutes ces choses-là, tout ce qui me constitue, se sont rappelées à moi d'une manière extrêmement brutale. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé, que j'ai réalisé d'ailleurs que j'étais français de part en part, mais surtout que je ne laisserai personne désormais définir ce qu'est ma réalité et ce qu'est mon identité. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit que tu n'es pas français que tu ne l'es pas. Et si tu laisses l'opinion d'un autre ou d'une autre définir ton identité, c'est que tu es un peu faible dans ta tête. Et de ce point de vue-là, je me suis dit que c'était un moment libérateur pour moi et je suis rentré. J'ai décidé de vouloir rentrer et j'ai trouvé l'idée de créer cette startup qui s'appelle Macaron à ce moment-là. Et c'était le moment adéquat. Et que Mhm. j'allais créer cette startup et je l'ai fait. Je l'ai fait quand je suis rentré à Paris. Et l'idée de Macaron, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour résoudre le problème du stationnement dans les grandes villes, de permettre à travers une application mobile de trouver une place rapidement, 3 à 5 minutes contre 20-25 minutes, voire plus à Paris, de temps de recherche d'une place de stationnement, et de révolutionner la mobilité grâce à cette application et grâce à l'intelligence artificielle. Et je me suis lancé dans cette aventure, et c'est une aventure que je poursuis aujourd'hui. Et c'est une aventure qui commence à porter ses fruits après maintes et maintes difficultés. C'est une aventure qui commence à porter ses fruits. On a levé pas mal de fonds. On a des investisseurs qui nous font confiance. On a signé nos premiers clients, la ville de Courbevoie, par exemple. Mhm. On a bien progressé sur l'ensemble de ces sujets et j'en suis très content. Et j'en suis très heureux aujourd'hui. Et il y a beaucoup de choses que je trouve extrêmement enthousiasmantes et extrêmement excitantes. Et il y a une chose que je ne ferai pas, c'est de retourner en arrière, c'est-à-dire de retourner dans le salariat. J'aime la vie que je mène aujourd'hui, même si elle est un peu moins confortable que quand j'étais dirigeant d'une entreprise aussi massive que WPP, qu'on me préparait à devenir CEO, que j'ai démissionné en m'asseyant sur des stock options assez monstrueuses parce que j'avais un, j'avais un feu dans le ventre et que j'étais persuadé que c'était maintenant ou jamais et que si je ne prenais pas le virage maintenant, je ne le prendrais plus jamais. Et je l'ai pris. Mhm. Il n'a pas été simple. Il n'a vraiment pas été simple, mais je regrette absolument pas. Et au milieu de tout ça, l'autre fil conducteur dont j'ai parlé au tout début, c'est la littérature. C'est-à-dire qu'en même temps que je C'est bien, faisais... si je peux me permettre de t'interrompre. Je Hmm. pense que c'est le moment pour que je puisse faire le prix de Morologue parce que ça va dépasser le temps là. Vas-y, vas-y, Donc, si on vas-y. peut prendre quelques minutes et je reviendrai une fois que j'ai terminé, Inch'Allah. Vas-y, je t'attends. À toute. À tout de suite. Allô? Abdelrahman.
Oui, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Oui, on peut reprendre où on en était. Tu parlais du côté littérature. Juste avant qu'on parle du côté littérature, Samir, Ouais. tu n'as pas parlé de comment t'es venue l'idée de la startup, l'entreprise Macaron. Ça t'est venu d'où cette idée-là? L'idée m'est venue simplement après mes allers-retours successifs que je faisais depuis Londres jusqu'à Paris tous les week-ends quasi. J'a- J'avais la fâcheuse habitude, maintenant que j'habite à Paris, je sais que c'est la pire des erreurs à faire, de louer une voiture tous les week-ends. Hmm. Et à chaque fois que je rejoignais des amis ou que j'allais voir quelqu'un ou que je me déplaçais dans la ville, j'utilisais ma voiture et je devais me garer. Et je me suis rendu compte à quel point c'était une catastrophe. Et Ouais. comme pour moi, fonder une startup et créer une startup, c'est s'attaquer à un problème impossible, perçu comme tel. Sinon, ça vaut pas trop la peine de fonder une startup. Je pourrais en discuter une autre fois sur ce sujet. J'avais trouvé le problème duquel j'étais tombé amoureux. C'est un problème qui n'a pas l'air hyper sexy comme ça, mais qui, si on le résout, peut débloquer énormément de choses d'un point de vue mobilité, d'un point de vue confort, d'un point de vue urbanisme, d'un point de vue qualité de vie dans une ville, etc., pollution, environnement, toutes ces choses euh, qui tiennent à un seul problème en réalité, la capacité, la facilité de trouver une place dans une ville. Et c'est comme ça que moi, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire dans ce domaine et que je me suis intéressé à ça. Et tu t'es lancé tout seul ou tu avais un cofondateur, une équipe? Je me suis lancé tout seul. Je me suis lancé tout seul et aujourd'hui, on a une équipe extrêmement compétente. Euh, j'ai un CTO notamment que je salue au travers de ton podcast, qui s'appelle Abdou, qui s'appelle Abdelrahman comme toi, qui s'appelle Abdou, Big up. algérien aussi, qui est extrêmement talentueux et sans qui ça aurait été extrêmement difficile de faire atterrir cet avion qu'on était en train de construire en même temps qu'on le vendait. Donc c'est une très belle chose, c'est une très bonne chose d'avoir des individus et d'être entouré d'individus comme ça. D'ailleurs, ça permet aussi de faire le pont parce que, comme je parlais de littérature juste avant, en tout cas, je disais que la littérature était toujours en filigrane de l'ensemble et de la progression de ma vie professionnelle. Et pourquoi la littérature a contribué à beaucoup de choses dans ma vie. Au même moment où je progressais professionnellement, j'ai toujours mis un point d'honneur à écrire, parce que la littérature m'a toujours accompagné. Et c'est comme ça que j'ai rencontré un certain nombre de personnes, dont Abdou, le CTO de Macaron. Mhm. Et la littérature est une partie importante de ma vie, puisque je suis aussi écrivain. J'ai publié mon premier roman aux éditions Jean-Claude Lattès il y a un peu plus d'un an maintenant. Et Saccharose, pour ne pas le citer. Saccharose, exactement. Le titre du livre, c'est Saccharose. Et la littérature est une partie extrêmement importante de ma vie. Je suis en train d'écrire le deuxième, qui s'appelle Les yeux noirs existent, que j'espère publier en 2022, si tout se passe bien. Euh, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc beaucoup de choses en perspective, beaucoup de choses en même temps. Mais c'est là-dessus, peut-être, que j'aimerais m'étendre un petit peu, pas très longtemps, mais quelque chose qui me tient à cœur, si on regarde mon expérience personnelle, alors mon expérience personnelle est peut-être pas, et certainement pas, même, l'alpha et l'oméga de tout, puisque si on prend ce fameux proverbe soufi, il n'y a qu'un seul sommet sur la montagne et plusieurs chemins pour y accéder, c'est exact, c'est on ne peut plus exact. Mon expérience est une expérience parmi des milliers et des millions d'autres, mais puisque c'est d'elle dont on parle aujourd'hui, au moins qu'on en tire la sève. Et la sève, pour moi, de mon expérience, c'est celle-ci. C'est la multiplicité. C'est le fait de ne pas se contenter d'une seule chose. Et si je dois résumer le mal de la société actuelle,
tel que moi j'ai pu le vivre dans ma carrière, tel qu'aujourd'hui on le présente à beaucoup de personnes, c'est le mal que j'appelle, ou qu'on peut appeler même l'hyperspécialisation. Si on regarde le monde tel qu'il est aujourd'hui, bon, je vais faire un petit peu de philosophie à 2 euros, mais très rapide. On ne choisit pas le monde dans lequel on est. Tout le monde va s'accorder là-dessus. Sartre, par Mhm. exemple, il disait qu'on est jeté dans l'existence. On vient au monde et le monde nous impose des réalités, des déterminations biologiques, historiques, sociales, qu'on n'a pas élaborées, sur lesquelles on ne nous a pas demandé notre avis. Il y a Nietzsche qui appelle ça le géant hasard, et puis un écrivain que j'aime beaucoup qui s'appelle Romain Gary qui appelle lui ça la puissance rivale. Donc tout un système qui se présente à nous, qui s'oppose à nous, et face à ce système, il y a deux attitudes possibles. Soit on a une attitude fataliste et on dit on ne change ni le monde ni les hommes, c'est ainsi. Soit on a une attitude volontariste et on dit on peut changer le monde par le simple exercice de sa volonté. Donc évidemment, moi je suis plutôt de l'avis qu'on puisse changer le monde par le simple exercice de sa volonté, et que ce système qui nous est imposé n'est pas une fatalité. Mais dans toutes les valeurs qui se sont incarnées au fur et à mesure des siècles, et que nous découvrons à notre naissance, et quand on grandit en tant qu'enfant, adolescent, puis adulte, il y en a une qui, moi, je considère comme un ennemi terrible, c'est l'hyperspécialisation. C'est l'obsession de l'hyperspécialisation qu'on a dans notre société, c'est notre injonction à se spécialiser. Mhm. Et l'hyperspécialisation et cette injonction à se spécialiser, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée que notre valeur dans la société, elle est directement corrélée à notre capacité à choisir une discipline et à l'approfondir à l'infini, à devenir un expert. Et puis cet expert qui est devenu le nouveau prêtre. Et tous ceux et celles qui ne veulent pas choisir, ou qui n'y parviennent pas, bah, c'est des ovnis. C'est des gens qui sont un peu des bohémiens de la société actuelle. Et ça, cette théorie de l'hyperspécialisation, elle a même été théorisée. Je vais donner un petit peu de lecture à ceux qui écoutent le podcast si ça les intéresse. Ils peuvent lire le livre de Malcolm Gladwell qui s'appelle Outliers, qui a popularisé la règle des 10 000 heures, le 10,000 hours. Et en gros, pour simplifier, l'idée, c'est que pour atteindre une expertise dans la discipline de son choix, pour avoir une valeur dans la société et une bonne place dans la société, il faut passer 10 000 heures dans une discipline. Il faut dépenser 10 000 heures dans une discipline. Le violon, le foot, la géométrie, on s'en fout, peu importe. Il faut passer 10 000 heures pour devenir expert, pour devenir une personne qui réussit dans cette société, parce que utile, parce que rouage bien identifié qui pourra apporter sa contribution au bien, au fonctionnement du reste du monde. Ça, c'est la spécialisation, c'est l'hyperspécialisation. Et ces experts-là sont mis sur un piédestal au détriment de ceux qui ne le sont pas. Et moi, je pense que c'est tout le contraire c'est vraiment, il faut prendre l'exact opposé de cette vision. Je pense que la société va droit dans le mur en réfléchissant comme ça. C'est un peu une sale habitude chez moi d'ailleurs de considérer que quand tout le monde prend à droite, je vais prendre le virage à gauche. J'ai un esprit de contradiction qui fait que je vais souvent regarder l'option minoritaire et voir si la vérité ne s'y trouve pas. Je suis très contrarian, comme on dit dans la langue de Shakespeare. Parce que moi, ma personnalité, et on l'a vu peut-être, on l'a peut-être pressenti au travers du parcours que j'ai décrit depuis le début, ma personnalité, c'est que je n'arrive pas à choisir. Et que je pense que les polymathes, ceux qui veulent être à la fois peintres et professeurs de physique quantique, je pense que c'est eux qu'il faut suivre pour voir des choses
intéressante se passer. Et pour la petite histoire, Jean-Paul Sartre, que j'ai cité au début par rapport à cette citation, nous sommes jetés dans l'existence, il disait qu'il voulait être à la fois Stendhal et à la fois Spinoza. Donc à la fois un monument dans la littérature et à la fois un monument dans la philosophie. Deux disciplines qui sont en apparence sœurs, mais qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. L'autre monument que j'avais cité plus tôt, Romain Gary. Romain Gary, il faut savoir qu'il était aviateur, qu'il était romancier, qu'il était diplomate, qu'il était réalisateur. Lui, il a même poussé le vice plus loin. Il a même changé de prénom pour publier sous un nom d'emprunt. Il était à la fois Romain Gary et Émile Ajar en littérature. Et d'ailleurs, il a gagné 2 fois le Goncourt, un en tant que Romain Gary et un en tant qu'Émile Ajar. C'est d'ailleurs le seul, jusqu'à ce jour, à avoir gagné 2 fois le Goncourt. Et il y a un tout petit livre qu'il a écrit, encore une fois, dans cette idée de donner peut-être un peu de devoir à ceux et celles qui écoutent. Il y a un tout petit livre qui s'appelle Vie et mort d'Émile Ajar, où il dit que toute sa vie, il a cédé à la tentation prométhéenne de la multiplicité, la dernière tentation prométhéenne de l'homme qui est la multiplicité, le fait de ne pas se contenter d'une seule chose. Et s'il y a une seule chose à retenir aujourd'hui, pour moi, du parcours, des choses que j'ai dites depuis le début, c'est ça. S'il y a un seul message, c'est qu'il faut nourrir ses goûts personnels. Il ne faut pas les affamer. Si vous êtes des parents, laissez vos enfants toucher à tout. N'entravez pas leurs ailes. Laissez-les goûter à tout. Et ils en seront beaucoup plus épanouis que si vous les catégorisez et les forcez à choisir. Chose que moi j'ai fait étant enfant. Et étant enfant, je l'ai fait parce que c'était la chose à faire et qu'on m'a dit qu'il fallait choisir. Et j'en ai été extrêmement malheureux. Mais après, j'ai été suffisamment rebelle pour me dépêtrer de ce choix et me dépêtrer de la doxa ambiante qui fait qu'il faut choisir, qu'il faut devenir spécialiste, qu'il faut devenir expert. Moi, je pense qu'il ne faut absolument pas devenir expert. Je Mais pense qu'on peut devenir expert si c'est sa passion, mais je pense que c'est grave, c'est même criminel de prendre un jeune garçon, une jeune fille qui a la curiosité chevillée au corps, qui veut être plusieurs choses à la fois et de lui dire tu ne peux pas. La vérité, c'est qu'elle peut. La vérité, c'est qu'il peut. Et je dirais même la vérité, c'est qu'il ou elle doit. Et il y a plein d'arguments qui vont dans ce sens, mais j'ai l'impression que tu veux me poser une question, donc je vais te laisser. non, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait de pouvoir explorer un peu toutes les choses sur lesquelles on est attiré, de pouvoir tester les choses. D'ailleurs, c'est les choses qui est facilement possible quand on fait des études dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis ou en Angleterre, par exemple. Mais comment tu fais en France où dans les parcours qu'on propose, ils sont souvent où les domaines de recherche doivent être spécifiés. Une fois que tu as choisi un domaine, tu es assez cadré, tu n'as pas beaucoup de choix. À moins que tu veuilles de ton côté rajouter, euh, de te former ou bien apprendre d'autres choses de ton côté. Dans le parcours éducatif classique, on ne propose pas, à moins que je ne sois pas au courant de ces parcours-là, mais on ne propose pas beaucoup d'explorer ces choses-là, d'explorer la philosophie et les mathématiques, par exemple. À moins que, je crois que si on peut dans les très grandes écoles, genre Polytechnique, tout ça, c'est un peu plus facile. Mais genre à la fac, par exemple, on ne laisse pas choisir les modules dans différentes thématiques, par exemple. C'est juste ce que tu dis. Mais parce que c'est la société qui veut ça. C'est le modèle de la société tel qu'il est dicté aujourd'hui. On veut fabriquer des gens qui soient utiles à la société. C'est-à-dire que la société ne pense pas à l'épanouissement personnel d'un tel ou d'une telle. La société, elle pense à son propre épanouissement et à sa propre logique.
et à sa propre prospérité. Et elle a décrété que la prospérité de la société se ferait en fabriquant des experts bien identifiés dans des bonnes cases qui répondent à une offre formulée en amont par des entreprises qui ont besoin d'ingénieurs, qui ont besoin de développeurs, qui ont besoin de vendeurs, qui ont besoin d'acheteurs, qui ont besoin de tous ces genres de choses. Enfin, c'est ça la logique aujourd'hui. Mais cette logique-là, elle ne correspond absolument pas à la nature profonde de l'homme qui, bien heureusement, a un horizon qui dépasse le simple cadre du travail, qui dépasse le simple cadre d'une productivité. Un homme ou une femme qui a des goûts personnels, qui a des rêves, qui a des envies, et à qui on assigne une position ou on assigne une résidence, ben, tu vas le vider en fait. C'est pour ça qu'on a des gens qui sont, je sais pas, moi j'habite à côté de la Défense. Je suis toujours fasciné et attristé en réalité par les visages que j'y croise beaucoup et souvent. Tu sens que c'est des gens qui sont pas très heureux en fait. Même les bâtiments eux-mêmes, ils sont pas très heureux, hein, c'est tout gris. Même les bâtiments sont pas très heureux. Même les bâtiments sont pas très heureux. Mais c'est ça que je veux dire, c'est la société, elle est ce qu'elle est, mais en même temps qu'on dit ça, il n'y a pas de fatalité. Celui qui est passionné de littérature ou de peinture ou d'art pratique ou de travaux manuels, etc., il peut s'aménager des respirations dans sa vie. Il peut refaire des cours du soir. Elle peut écrire un livre entre midi et deux, le soir en rentrant. On peut aller au musée, etc., etc. On peut se former. Aujourd'hui, on est dans un monde où il est beaucoup plus facile et aisé de se former et de faire des choses par soi-même, avec les tutos que tu peux trouver sur YouTube et autres, avec la quantité incroyable de livres dans tous les domaines possibles et imaginables. Aujourd'hui, moi, je suis partisan de l'idée qu'il n'y a plus aucune excuse valable. Plus aucune. C'est le fameux proverbe arabe qu'on connaît tous. Qui veut faire quelque chose trouve un moyen, qui ne veut rien faire trouve une excuse. C'est exactement ça. Il n'y a plus d'excuses aujourd'hui. Tout est possible. Et ce n'est pas parce que la société est établie et construite sur un modèle qui l'arrange, elle, que nous sommes obligés de suivre son sillon. On peut nous défaire, nous déprendre de ce modèle. On en a les moyens. La vraie question, c'est est-ce qu'on en a la volonté? C'est là que Mhm. c'est différent. Alors, qu'est-ce que tu as à dire aux parents qui pourraient dire concentre-toi sur tes études, il ne faut pas que ce que tu fasses à côté soit en dépit de tes résultats scolaires. Ben, je leur dirais, lisez un livre qui s'appelle Range de David Epstein. Parce que peut-être que vous direz, Samir, ça va 2 minutes, il est là. Oui, il a son expérience personnelle, mais peut-être que son expérience personnelle est justement trop personnelle et trop particulière pour moi m'en inspirer pour l'éducation de mes enfants. Et je pense qu'ils auraient totalement tort. Mais si vous ne me croyez pas, moi, lisez un livre, celui qui s'appelle Range de David Epstein. C'est un livre qui est extrêmement intéressant. Autant les pendants de l'expertise ont leur Bible, qui est Outliers de Malcolm Gladwell, 10,000 Hours Theory, etc., autant les polymathes, les généralistes, dont je fais partie, ont aussi un nouvel opus sur lequel s'appuyer, extrêmement fouillé, extrêmement recherché, qui appuie exactement ce que je viens de dire. Qu'est-ce qu'il Mhm. dit? Il donne 2 exemples, et je m'en arrêterai là. Mais vraiment pour dire, voilà, tout est là. Et il commence avec 2 exemples. Tiger Woods et Roger Federer. Tiger Woods, c'est le tenant des 10,000 Hours, les 10 000 heures. Il est sur les greens depuis qu'il a 4 ans, le mec, avec son père. Et chaque jour que Dieu fait, sous la pluie, qu'il pleuve, qu'il lance, il est sur les greens. Et il tape sa balle avec son club de golf. Et il est devenu Tiger Woods. Et quand on voit ça, on dirait, c'est la seule façon de devenir Tiger Woods. Et son père a d'ailleurs écrit un bouquin qui s'appelle Raising the Tiger, paix à son âme, puisque je crois qu'il est mort, où il donne, lui, sa façon
d'éduquer un sportif de haut niveau si vous, en tant que parent, bon, ça c'est un autre problème, je trouve que c'est pas très sain de vouloir aussi bille en tête, faire passer certaines frustrations pour faire de son enfant le prochain Kylian Mbappé ou autre et de leur voler leur enfance, c'est un autre débat. Mais c'est le système des 10,000 hours. Et puis à côté de ça, il y a Roger Federer. C'est l'autre exemple. Roger Federer, il est devenu l'immense champion que l'on connaît en se mettant tardivement au tennis. Je vais répéter. Roger Federer est devenu l'immense champion que l'on connaît en se mettant tardivement au tennis. Pourquoi c'est important? Parce que ça va à l'encontre de tous les principes de ce sport, selon lesquels, si tu n'as pas commencé à 8-9 ans, tu ne peux pas devenir un professionnel de haut niveau du tennis. Tout le monde va te le dire. Ton revers, ton coup droit, tu ne prends pas le coup et tu ne prends pas la forme et l'amplitude des mouvements quand tu commences à 15 ans, 16 ans, tu les prends quand tu commences à 8-9 ans. On dit la même chose pour le piano, on dit la même chose pour beaucoup de choses. Mhm. Or, l'histoire de Roger Federer, c'est tout l'inverse. Il a commencé à 15-16 ans. Et avant ces 15-16 ans, il a fait ce que David Epstein, l'auteur de Range, appelle le sampling, en gros l'échantillonnage. Il a passé toute son enfance à tester tous les sports, et en particulier les sports collectifs, le foot, le handball, le basket. Tous les sports, il les a pratiqués. Et le plus drôle dans l'histoire de Roger Federer, c'est que sa mère était prof de tennis et que sa mère ne l'a jamais poussé à jouer au tennis, d'abord et surtout parce qu'elle le frustrait dans le sens où elle trouvait qu'il n'était pas assez discipliné et que dans sa discipline de tennis, il fallait avoir une discipline de fer. Toujours est-il qu'arrivé 15 ans, 16 ans, Roger Federer, un jour, décide de jouer au tennis. Mais quand il s'y met, il écrase tout le monde, sur tous les circuits, à la surprise générale. Parce que Roger Federer, et à la surprise de sa mère en particulier, parce que Roger Federer, il a commencé à 15-16 ans. Mhm. Donc la question qu'on pourrait se poser, qui est posée dans le livre, c'est que se pourrait-il que la pratique d'autres sports ait développé en lui une intelligence du placement relativement unique, une façon de se mouvoir, une façon de bouger, d'anticiper, qui serait impossible à acquérir par la seule pratique du tennis. C'est-à-dire qu'il a acquis un savoir unique du fait que, à la différence des autres, qui se consacrent au sport depuis leurs 8-9 ans, lui, il a fait tous les sports, dans toute leur diversité, avec des situations différentes, des façons de réagir différentes, de sorte que confronté à un sport tel que le tennis, peut-être que cette diversité, cette variété, fait qu'à un moment donné, il peut frapper la balle, pas comme les autres, mieux que les autres, différemment. Et ça, c'est toute la théorie du sampling et de l'échantillonnage. Et il y a plein d'exemples. Ce livre est truffé d'exemples. Roger Federer est l'exemple, le premier qu'il donne, mais il donne des exemples dans la musique, il donne des exemples dans plein de disciplines. Et le dernier exemple qui est pour moi symptomatique. Pourquoi? Parce que pour moi, ceux qui touchent à tout, ceux qui refusent de s'astreindre à une seule discipline sont les créatifs. Ce sont les problem solvers. Ce sont les gens qui vont résoudre les équations réputées insolvables. Et l'exemple le plus frappant du bouquin, que je raconte toujours, c'est celui-ci. En 1989, il y a un tanker qui s'appelle l'Exxon Valdez, c'est assez connu aux États-Unis, qui a fait naufrage au large de l'Alaska. Il y a eu une marée noire qui a empoisonné la côte pendant des années. Et ce qui s'est passé en réalité, c'est que le pétrole, mêlé à l'eau froide, s'est transformé en une matière bizarre qui ressemblait à de la mousse au chocolat, un truc visqueux Mhm. qui était impossible de retirer. Et en 2007, tu as un gars dont je ne me souviens plus le nom, qui travaillait dans un institut du pétrole en Alaska. 2007, hein, alors, je rappelle, Exxon Valdez, 1989. 2007, on avait encore ce problème, on avait encore cette mélasse indigeste, moche,
dangereuse pour l'environnement qui polluait les côtes de l'Alaska. Et lui, il se dit, bon, je vais lancer un concours pour nous débarrasser de ces matières. Et il lance un concours, il lance sur Internet un concours et il dit 20 000 dollars à la clé, celui qui va nous donner l'idée pour nous débarrasser de cette matière visqueuse qui nous pollue depuis une vingtaine, une trentaine d'années maintenant. Et le gars qui a gagné le prix, parce qu'il y en a un qui a gagné le prix après des mois d'idées, de réponses qui ont été données durant ce concours, c'est un gars qui s'appelle John Davis, c'est un chimiste. Et la solution qu'il a trouvée, elle n'a rien à voir avec la chimie. Et la solution qu'elle a trouvée, c'est donc ce chimiste qui n'a rien à voir avec le domaine du pétrole, c'est pas quelqu'un qui travaille dans le domaine, dans le domaine donné, donc c'est quelqu'un qui est externe, mais en étant externe à cette industrie, un petit chimiste du Texas, lui-même n'a même pas utilisé la chimie pour résoudre ce problème. Il faut savoir que John Davis, dans une vie précédente, professionnelle, il a bossé dans le BTP. Et en bossant dans le BTP, il a manipulé le ciment et il a eu des soucis à résoudre. Par exemple, le fait que quand il travaillait en été, le ciment se solidifiait à cause des températures intenses très vite. Et ça le frustrait, et puis ça l'empêchait de bien travailler. Et puis il a demandé un jour à son frère s'il avait une idée. Son frère lui a dit, mais qui s'y connaissait un peu mieux, il dit en fait la solution pour fluidifier le ciment, c'est d'utiliser une pompe, enfin de l'air comprimé, de foutre de l'air comprimé dans le ciment et ça va le fluidifier. Il a testé et ça a fonctionné. Et lui, il a réfléchi, quand il a vu le problème, le concours, il a dit, mais est-ce que le ciment, c'est pas la même chose que cette genre de mousse au chocolat? Il a fait un schéma, il a dessiné un bateau, il a dessiné une pompe qui descend dans l'eau, qu'on planterait dans la matière dans laquelle on insufflerait l'air comprimé, puis il a reçu son chèque de 20 000 dollars parce que ça a fonctionné. Donc les parents, lisez Range de David Epstein et laissez vos enfants faire de la pâte à modeler. Voilà le message. Je pense que le message est bien passé. Et puis, et puis en dehors du fait que c'est plus intéressant pour l'enfant dans son développement, ou même chez l'adulte, c'est quand même une vie plus intéressante de s'intéresser justement à des domaines différents qu'un seul domaine. Ça permet de se développer, d'avoir différentes approches, différents angles de vue. C'est quand même beaucoup plus Évidemment, intéressant. évidemment. Même moi, à titre personnel, et je m'en arrêterai là, je dis toujours ça, mais vraiment, je m'en arrêterai là parce que je pense qu'on arrive au terme de notre discussion et merci pour l'invitation encore une fois, Belrahman. Même moi, à titre personnel, ma vie est d'autant plus riche que je fais des choses différentes et d'autant plus intéressantes et d'autant plus, on va utiliser le terme productive, même si je l'ai un peu critiqué le terme il y a quelques minutes. Pourquoi? Parce que en faisant se rencontrer des mondes qui ne se parlent pas, l'art et l'entrepreneuriat, le monde de l'entreprise et l'entrepreneuriat, il y a des choses incroyables qui se passent. On peut mettre en connexion des gens qui ne se parlent pas et tu vas voir que ces deux personnes vont créer quelque chose de complètement dingue parce que à un moment donné, tu as pu être le liant entre ces deux-là. Et moi, il n'y a rien qui me rend plus heureux et plus fier que de voir deux personnes qui, parce qu'elles évoluent dans des mondes complètement différents, ne se seraient jamais rencontrées. À un moment donné, toi, les connaissant toutes les deux, je te dis, il y a peut-être un truc à faire. Tu fais cette introduction et quelque chose se passe. D'étranges plantes fleurissent. Il n'y a rien de plus beau. Et puis, même toi, en tant qu'individu, tu as ta société, tu vas rencontrer des gens dans l'art parce que tu es écrivain et que tu es invité à certains événements. Il y a des possibilités de collaboration qui sont faites. Tu vas faire un shooting, tu vas rencontrer un photographe pour une campagne de publicité. Et le photographe a bien cliqué sur le livre que tu as écrit, il veut travailler avec toi, et puis tu te dis, bah, en fait, je suis en train de faire ce truc, j'aime bien ton univers, et voilà. Il y a plein de choses qui se mélangent. Si tu es collé à ton bureau 9 to 5 à la Défense, je suis désolé pour ceux qui bossent à la Défense, et tu fais que ça, c'est difficile d'avoir ce genre d'événement, comment on appelle ça, de sérendipité.
un Français qui était Sérendipité. développé. Ouais. Cette idée qu'il y a des heureux accidents, il y a des heureuses rencontres qui se font par le plus grand des hasards. Mais en vérité, c'est un hasard qui est organisé. C'est un complot, ce hasard. Ce hasard, c'est toi qui l'as provoqué. Cette chance, c'est toi qui l'as provoqué en multipliant les opportunités de rencontres dans des univers qui ne se parlent pas, qui ne correspondent pas. Tu fais un Venn diagram de différents mondes et à la fin, encore une fois, d'étranges plantes fleurissent. Mm. Donc, c'est en cela qu'à mon avis, il y a un véritable intérêt. Si de toutes les choses que j'ai pu raconter aujourd'hui, il y a une seule à retenir, c'est bien celle-ci. Nourrissez vos goûts personnels, ne les affamez pas, n'entravez pas vos ailes, à la fois pour vous et pour vos enfants, et regardez ce qui se passe. Merci beaucoup, Samir. Je vais finir par quelques petites questions de fin. Comment est-ce que la spiritualité, l'islam, t'a accompagné dans toutes tes aventures et comment elle t'accompagne actuellement dans ton cheminement? La spiritualité, c'est extrêmement important pour moi. Comment elle m'accompagne? Elle m'accompagne tous les jours. Parce que je trouve dans la spiritualité la force, l'inspiration, la résilience et la certitude quand le doute s'installe. Et dans ce que je fais, le doute vient souvent s'installer. Dans ce que je fais, il y a toujours une petite voix qui vient me dire tu ne vas pas y arriver, ça ne va pas marcher, tu n'y arriveras jamais. Et on la connaît, cette petite voix, on sait c'est qui. Et dans ces moments-là, ma spiritualité, ma religion me sont d'un très grand secours. Est-ce que tu as des routines que tu suis religieusement, pour revenir à la religion, qui t'aident à progresser ou voilà, à progresser ou à faire des choses ou à maintenir ton énergie au quotidien? Quel type de routine tu as si tu en as? Alors, oui, si on veut durer dans les choses qu'on entreprend, il faut absolument respecter son corps et admettre et accepter que c'est un temple qui mérite autant d'entretien que l'esprit. Ne pas lui faire avaler n'importe quoi. Donc, il y a une routine au niveau du régime et au niveau de ce que tu avales, de ce que tu manges. Il y a une routine au niveau de l'exercice. Parce que ton corps est la manifestation physique, ta manifestation physique en ce monde et que ta santé est extrêmement importante pour pouvoir te réveiller le matin et faire ce que tu as à faire et atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Donc il y a une routine physique du corps, d'entretien, de respect de ce corps. Et puis il y a une routine spirituelle, intellectuelle, qui vient avec ça, de, de réflexion, d'écriture. J'écris tous les jours. Le matin, en général, je me réveille très tôt, aux alentours de... Moi, je me réveille aux alentours de 5 heures du mat, en réalité. 5 heures, 5h30, et puis j'écris. Puis, je fais plein d'autres choses, mais c'est là où mes pensées me viennent le plus profondément, où j'ai les idées les plus claires. Mm. Et, et c'est ça, tout simplement. Et véritablement, ça se traindra à ça. C'est une routine, par définition, ça ne vaut que si c'est à vie. Et si on n'est pas capable d'instiller dans son quotidien des mini-exercices physiques, spirituels, intellectuels, à vie, alors c'est pas une routine.
La routine, à mon sens, c'est la répétition qui permet le changement. On a tous en tête quelqu'un, quelque chose qu'on veut devenir être, qu'on se voit être. Et la meilleure façon de le devenir, c'est de s'astreindre à ces mini-habitudes, ces mini-exercices tous les jours. La routine, c'est à vie. Donc moi, c'est ça ma façon de vivre les choses et ma façon, le conseil ou l'autre petit conseil que je donnerais. Privilégier les petites choses, les micro-choses, je dirais même, tous les jours, mais tous les jours, à vie, plutôt que les grands plans, les grands dessins, les grandes choses, les grands gâteaux avalés d'un coup, et après vous avez l'indigestion et puis vous arrêtez de manger. Ça marche jamais ça. Ok. Je vais te donner des recommandations de livres ou de bouquins. J'ai déjà noté Outliers, Vie et mort, Outliers de Malcolm Gladwell que j'ai déjà lu d'ailleurs, Vie et mort de Mhm. Romain Gary et Ranch de David Epstein, que bon, celui-là je pense qu'il va être au top de ma prochaine lecture, il a l'air hyper intéressant. Si tu en as, bon, je pense que ça suffit, mais si tu en as un autre qui t'a particulièrement marqué, je peux l'ajouter aussi. Alors je vais ajouter mon livre préféré, qui est Les Mille et Une Nuits. Les Mille et Une Nuits, qui est pour moi l'alpha et l'oméga de tous les livres. Et le meilleur livre de business est dans Les Mille et Une Nuits. C'est les 7 voyages de Sinbad de la mer. Ceux qui veulent lier l'utile à l'agréable, lisez les voyages de Sinbad de la mer. C'est à la fois très drôle, très émouvant, c'est plein de sagesse et vous apprenez vraiment ce que c'est que le business. Est-ce que tu as une édition ou un auteur Préféré, particulier? mon édition préférée, c'est la plus chère malheureusement, mais mon édition préférée, c'est celle de la Pléiade, Ok. qui est vraiment très belle, très complète. Bon, déjà, le livre est incroyable, enfin, physiquement, c'est un bel objet, mais la traduction est très belle. Il a été écrit enfin, traduit par plusieurs auteurs différents Alors, déjà, Les Mille et Une Nuits, c'est l'auteur est anonyme parce qu'on suspecte que Ouais. c'est plusieurs auteurs en réalité. Il n'y a pas d'auteur attitré aux Mille et Une Nuits. D'ailleurs, Les Mille et Une Nuits, il y a aussi beaucoup d'ajouts. À la base, on dit que c'est le livre des 1000 rois persans qui a été réadapté en Mille et Une Nuits arabes et avant les 1000 contes, pardon, les 1000 rois. Les 1000 contes persans, avant les 1000 contes persans eux-mêmes ont été issus de contes indiens. Les Mille et Une Nuits arabes, c'est les tribulations d'Haroun al-Rachid, c'est Sinbad le marin, c'est le portefaix et les dames, c'est Aladdin, c'est toutes ces, tous ces contes absolument merveilleux, magnifiques, où les djinns se mêlent au sultan, aux princesses, où, où la science, où la religion se mêlent à la sorcellerie, à la magie, donc des choses pas très recommandables, euh, où l'amour se mêle à la ruse, c'est incroyable. Et Hmm. puis, c'est la matrice de tout ça, c'est la ruse, c'est la métisse grecque, c'est Sherazade qui, pour éviter de se faire couper la tête par un mari, par un vizir, par un mari qui a décidé de ne plus faire confiance aux femmes parce qu'il a été trompé par sa femme, qu'il l'a vu, qu'il l'a vu en pleine situation d'adultère, décider un jour que chaque jour que Dieu fait, il marierait une femme nouvelle du royaume et que le lendemain, il la ferait décapiter pour éviter qu'elle le trompe. Et Sherazade, c'est la fille du vizir de ce sultan, qui, pour sauver toutes les femmes, ça c'est une vraie féministe, Sherazade, pour sauver toutes les femmes, décide, elle, d'aller au-devant du danger contre l'avis de son père, qui est le vizir, donc le premier ministre du sultan, et de se marier, du calife, et de se marier avec lui. Et sa ruse, à Sherazade, c'est tous les jours, tous les soirs,
avant de dormir, de raconter au calife un conte et de toujours lui laisser le quitter au beau matin, au petit matin, sur un suspense. De sorte qu'il veut tellement connaître la suite de l'histoire qu'il ne la décapite pas, qu'il ne la tue pas le lendemain et qu'il veut connaître la suite de l'histoire et qu'il attend la nuit suivante. Une nuit après l'autre, une nuit après l'autre, 1001 nuits. Et à la fin de la 1001e, Sherazade vient lui présenter les enfants qu'elle a eus entre-temps de lui. Elle vient se présenter à lui et lui dire, voilà, maintenant tu peux me tuer. Et le vizir, attendri, rasséréné, l'épargne. Très rusé, Sherazade. Ouais. T'as idée de business. Elle a compris le business de Netflix. Exactement. Ouais. Exactement, bravo. C'est exactement ça, Abdelrahman. Elle a fondé Netflix avant l'heure. Dernière question, Samir. Si les auditeurs souhaitent te suivre ou ont des questions à te poser, souhaitent te contacter, comment ils peuvent faire? Ils peuvent me trouver sur LinkedIn. Mes messages sont ouverts, n'hésitez pas. Très bien, je mettrai tout ça en description. Samir, c'était un échange très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses avec toi. J'ai beaucoup apprécié discuter avec toi et écouter ton expérience et ce que tu avais à dire, surtout les sujets qu'on a traités. Je te remercie beaucoup. Merci à toi, Abdelrahman. Je souhaite que ton entreprise, ta startup, du coup, Macaron, fonctionne très bien. Donc là, c'est en train de décoller. Là, je le vois, hein, je te suis sur LinkedIn. Je te souhaite le succès, Merci. Inch'Allah, que Dieu te facilite. Inch'Allah. Merci beaucoup, Abdelrahman. Ça me touche. Et je te dis, Inch'Allah, tu es à Paris, hein, tu as dit. Donc, Inch'Allah, si je passe à Paris, faudra qu'on se rencontre à l'occasion. Mais avec grand plaisir. Mikasa et Sukasa, comme on dit. Barakallahu fik, Samir. À très vite. Salam alaikum. Wafik. Alaykoum salam. Et j'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager à 3 personnes de ton entourage et à faire des invocations pour qu'Allah bénisse cette initiative. À bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Salam alaikum.